sans transition, mais tout en restant finalement pas loin, donc à Gustave Roussy, hein, donc le même établissement. Donc on accueille Diane Boinon, qui est psychologue, qui est chercheuse donc à cet institut très fameux en France, et sur lequel elle a développé, et il développe beaucoup d'activités et de recherche, et le lien avec la clinique sur ces interventions psychologiques. Voilà, Diane, c'est à te remercier infiniment d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Merci Grégory de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler des interventions psychologiques dans l'après-cancer. Alors, l'évidence mérite toujours d'être rappelée. Évidemment, le vécu dans l'après-cancer n'est pas sans lien avec le vécu de l'annonce et le vécu des traitements, mais aussi l'histoire individuelle du sujet. Et aujourd'hui, on est plus concentré sur l'après-cancer. Et on sait déjà que dès le deuxième plan cancer, on soulignait l'importance de l'évaluation et de la prise en charge psychologique et sociale, tant pendant les traitements, mais aussi dans l'après-traitement pour le patient et ses proches. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'après-cancer, c'est une nouvelle étape pour les patients. Récemment, à Gustave Roussy, il y a une initiative qui a été mise en place de développer des ateliers d'information, de transition au moment de la fin des traitements pour aller vers l'après-traitement. Et justement, pour rebondir sur l'intervention du docteur Reynard, ces ateliers sont proposés par une équipe pluridisciplinaire où il y a des ateliers centrés sur la sexualité, sur les aspects psychologiques dans l'après-cancer, sur la nutrition, sur la prise en charge de la douleur, justement pour sensibiliser les patients, mais aussi on travaille beaucoup avec les oncologues qui, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, cette démarche un petit peu en palier dans l'indication des interventions efficaces et qui ont suffisamment de preuves scientifiques pour orienter les personnes vers des stratégies qui sont appropriées à leurs difficultés. Alors, quand on questionne les patients sur l'après, j'avais justement un de ces ateliers, puis j'ai animé pendant longtemps des groupes dans l'après-cancer, auprès des femmes dans l'après-traitement d'un cancer du sein. Quand on les questionne sur l'après, très vite, les personnes vous disent que c'est pas vraiment l'après, qu'elles sont encore beaucoup dans le pendant, parce que il y a eu le temps des traitements, de se mobiliser, d'être dans l'action des traitements. Et même s'ils attendaient avec impatience la fin des traitements, cette période de l'après, elle est aussi source d'une angoisse à vivre un avenir incertain. Il y a souvent cette peur de la récidive, le fait qu'il y a des séquelles physiques, psychologiques, et puis il y a des mouvements comme cela contradictoires, c'est-à-dire que les traitements durent longtemps, parfois une année, parfois plus, et il va y avoir des injonctions de la part des proches, un petit peu à dire maintenant, ça y est, tu es guéri, passe à autre chose, tourne la page, alors même que dans la tête du patient, les choses sont encore très présentes et très envahissantes parce qu'il y a des rappels quotidiens du cancer. Pour certaines personnes, il va y avoir un traitement complémentaire avec, par exemple, dans le cancer du sein, l'hormonothérapie avec tous les effets secondaires connus, les séquelles physiques des traitements, les séquelles psychiques et cognitives. Et je vous parlerai particulièrement aujourd'hui de la prise en charge de l'insomnie, qui est un trouble très fréquent pendant, mais aussi dans l'après-traitement, et puis ces consultations de surveillance, ces bilans de contrôle qui sont donc des rappels quotidiens qui parfois ne permettent pas de passer à l'après. Et puis dans l'après, on est souvent aussi dans l'après-coup, c'est-à-dire que c'est le moment où les personnes vont traiter les conséquences de l'expérience de la maladie. Est-ce que ça vient changer concrètement dans leur vie? Parce qu'elles vont réaliser, ces personnes, que c'est pas possible de revenir à la vie d'avant, même si elles aimeraient que ça soit comme avant. Alors le retour à cette vie normale, entre guillemets, c'est un nouveau facteur de stress, voire un nouveau défi. C'est une phase de transition qui va nécessiter un réel travail psychique et d'ajustement à la fois aux séquelles physiques et psychologiques. Alors, moi, voilà, je suis psychologue clinicienne et je travaille avec l'approche cognitive et comportementale et je mène actuellement aussi mes recherches sur la prise en charge de l'insomnie. Donc, c'est à partir de ce volet-là de mon expérience que je vais aujourd'hui vraiment centrer cette communication. Alors,
qu'est-ce que l'insomnie déjà? Pour qu'on parte d'une définition commune, c'est une insatisfaction qui est liée à la quantité ou à la qualité du sommeil. Ça va se traduire par des difficultés d'endormissement ou par des réveils multiples au cours de la nuit, avec une difficulté à retrouver le sommeil. Ça c'est associé à une détresse marquée, c'est-à-dire qu'il y a une plainte chez le sujet et à une altération du fonctionnement. Et puis, souvent, comme dans les critères du DSM-5, il y a des critères temporels, donc c'est au moins 3 nuits par semaine. Pour parler d'un trouble d'insomnie, c'est sur une période minimale de 3 mois. Voilà. Alors, l'insomnie, selon les études qui évaluent la prévalence, ça va être très variable parce que tout le monde ne va pas forcément utiliser cette définition, mais en tout cas, les difficultés de sommeil, ça concerne quand même jusqu'aux 2/3 des patients. C'est souvent associé à un grand nombre de symptômes. Évidemment, lorsqu'on a des douleurs non contrôlées, c'est difficile de dormir. C'est associé aussi à d'autres troubles psy, comme les symptômes anxieux ou la dépression, notamment la peur de la récidive. Ça peut être associé à d'importantes ruminations dans l'après-cancer qui vont amener la personne à envisager l'avenir d'une manière plutôt pessimiste, à avoir des difficultés à envisager des projets. Le sommeil, quand on manque de sommeil, les personnes se plaignent souvent de troubles de la concentration, de troubles de la mémoire, et puis il y a une fatigue accrue. Alors malgré les recommandations internationales sur l'évaluation et la prise en charge de l'insomnie, elle reste actuellement insuffisamment prise en charge dans la pratique clinique courante, avec un recours majoritaire à la pharmacothérapie, alors qu'on sait qu'il y a des effets secondaires importants avec de l'accoutumance et des risques d'effets de rebond de l'insomnie au moment de l'arrêt de ces médicaments. Et paradoxalement, alors que on se précipite sur une prescription médicamenteuse, les patients, eux, expriment plutôt des préférences pour des interventions non médicamenteuses. Aujourd'hui, la thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie, elle fait figure de référence parmi les INM qui ont démontré le plus d'efficacité chez les patients atteints de cancer, à l'appui d'essais contrôlés et randomisés. J'y reviendrai, cette approche cognitive et comportementale de l'insomnie spécifique comporte plusieurs composantes, je les détaillerai tout à l'heure. Et puis elle a montré une efficacité pour réduire la sévérité de l'insomnie, améliorer l'efficacité du sommeil, le temps d'endormissement et son maintien et la qualité du sommeil. Alors, en oncologie, c'est aussi intéressant de travailler sur le sommeil parce que parfois, souvent, les oncologues m'adressent les patients pour prise en charge d'une insomnie. Et puis, on voit parfois que les portes, si vous voulez, le sommeil, c'est une porte d'entrée, parfois, à un travail psychothérapeutique qui va s'élargir au-delà du symptôme pour lequel le patient venait initialement. Je repense là à une consultation très récente d'une personne, d'une femme âgée de 60 ans, qui vient pour une insomnie qui persiste depuis plus de 3 mois et qui altère clairement sa qualité de vie, qui l'angoisse particulièrement parce qu'elle se demande comment elle va pouvoir retourner au travail dans ces conditions. L'angoisse va même encore plus loin parce qu'elle s'inquiète de son manque de sommeil et est-ce que ça va avoir des conséquences sur sa santé physique, ce qui vient parfois nourrir une peur de la récidive. Et puis, en explorant au fur et à mesure, donc il y a certaines recommandations que je peux lui faire dans la prise en charge spécifique de son insomnie. Et puis, je lui demande finalement, mais comment était son sommeil avant d'être malade? Et puis, on retourne sur une période très ancienne qui était celle de son adolescence, à l'âge de 15 ans, où finalement, je perçois que pour elle, les nuits étaient une menace, pouvaient représenter une menace puisqu'elle est revenue sur des souvenirs de maltraitance de son père, où elle était obligée de mettre une chaise devant la porte. Donc, vous voyez combien je peux tout à fait travailler aujourd'hui sur un symptôme, mais combien celui-ci, comme je vous le disais au début, n'est pas sans lien avec l'histoire individuelle. Et c'est là que l'accompagnement par un professionnel du soin psychique peut être aussi très important. Et on revient aussi sur qui délivre l'intervention. C'est un peu la question que je posais tout à l'heure par rapport à l'activité physique. Alors, les enjeux de la prise en charge de l'insomnie en oncologie, vous voyez, donc ça peut concerner jusqu'aux 2/3 des patients, c'est quand même beaucoup, c'est qu'elle ne va pas être accessible à la majorité des patients. L'hôpital ne va pas pouvoir assumer, avec le nombre de psychologues qu'il y a dans les CLCC ou dans les autres institutions, l'accueil de tous les patients qui présentent un trouble du sommeil. Et puis, si on veut mettre en place la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, je vais dire TCCI maintenant pour aller plus vite, on a
pas forcément les spécialistes formés à cette approche dans les centres. C'est une intervention qui est coûteuse, qui peut prendre plusieurs séances, jusqu'à 10 séances, d'une heure à 90 minutes. Ça demande aux patients de se déplacer, de revenir sur le lieu de soins, c'est des trajets multiples, et puis on sait le poids des symptômes qui peut compliquer les déplacements des patients. Alors le défi, c'est de rendre accessible finalement au plus grand nombre de patients une INM efficiente de type TCCI. Donc l'idée, c'est de surmonter les obstacles liés au déplacement. Et donc dans ce contexte, aujourd'hui, le recours à un dispositif numérique à distance apparaît quand même assez attirant. Surtout aujourd'hui, on a bien vu dans le contexte de la crise sanitaire avec l'essor de la télémédecine que finalement il y avait on pouvait assurer la continuité de certains soins à distance. Évidemment, l'idée, c'est continuer évidemment de garder en priorité le face-à-face, mais il y a quand même quelque chose, il y a une alternative qui peut être valable, d'optimiser l'emploi des ressources spécialisées, de centraliser, mutualiser les ressources professionnelles pour couvrir plusieurs centres, et puis s'adresser à tout patient, quel que soit le type de cancer, et donc de limiter les critères d'accès à ce type d'intervention. Alors, il y a un programme qui a déjà démontré son efficacité à Québec. C'est l'équipe du professeur José Savard qui a montré qu'un programme auto-administré de type TCCI avait montré son efficacité. Ils l'ont comparé par rapport à des consultations en face à face et on voyait qu'il y avait 44% des patients dans le bras qui avaient le programme auto-administré qui ne présentaient plus d'insomnie à l'issue de l'intervention versus 75% en face à face. Alors on est rassuré, le face-à-face reste quand même plus efficace, mais ça reste quand même dans une logique de stepped care, d'approche en palier, une intervention minimale, moins coûteuse, pour essayer de la délivrer à un plus grand nombre de patients. Et c'est déjà pas mal, déjà, si on arrive chez 40% des gens à les défaire de leurs difficultés de sommeil. Alors, on a regardé en France et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de programme équivalent en France. Donc on s'est rapproché de cette équipe québécoise et on a travaillé avec eux. Et on a décidé finalement de tester, au travers de l'étude Sleep for All 1, qui a reçu le financement de l'INCa RISP en 2016, je crois, d'évaluer la faisabilité de ce programme. Donc on a travaillé avec l'Université Laval, donc l'équipe québécoise. On a aussi travaillé avec l'Institut du cancer Montpellier. Et puis, voilà, on a avancé comme cela. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer la faisabilité de ce programme à partir de 4 critères. Donc, la demande des patients, la mise en œuvre du programme, la dimension pratique et l'acceptabilité. On a rapidement évalué avec une approche dans la méthode pré-post l'efficacité potentielle. Évidemment, on n'était pas du tout dans une étude contrôlée, randomisée. On était dans une étude pilote, exploratoire. Et on cherchait à évaluer, à partir d'une approche qualitative, avec des entretiens auprès des participants, la manière dont ils avaient perçu ce programme, comment ils se l'étaient approprié et quels bénéfices ils avaient pu en tirer. On a voulu aller un peu plus loin que l'essai contrôlé randomisé initial, qui était sur les femmes dans l'après-traitement d'un cancer du sein, là où il y a souvent beaucoup d'études. Et on a voulu ouvrir, si vous voulez, l'étude à d'autres patients atteints de d'autres types de cancers. Et on a proposé aussi que ce programme leur soit proposé pendant, mais aussi après les traitements. Alors, je voudrais juste revenir rapidement sur le modèle théorique qui sous-tend finalement cette approche cognitive et comportementale de l'insomnie. En TCC, il y a plusieurs facteurs, on appelle les facteurs prédisposants. Donc là, par exemple, pour l'insomnie, on pourrait parler du terrain anxio-dépressif, et puis les croyances erronées au sujet du sommeil. Par exemple, j'ai absolument besoin de 8 heures de sommeil pour bien fonctionner dans ma vie et ne pas avoir de problème de santé. Voilà le type de pensée qu'on va pouvoir traiter et remettre en question. Donc ce sont des croyances, parfois très répandues comme cela, où on va les questionner dans le cadre de la thérapie. Le facteur précipitant, c'est par exemple l'annonce d'une maladie, les effets secondaires, une douleur mal contrôlée. Donc là, n'importe qui va développer ce qu'on appelle une insomnie aiguë.
soit la personne arrive à récupérer de sa dette de sommeil liée à quelques nuits qui ont été perturbées, soit malheureusement elle va mettre en place des comportements pour tenter de compenser le manque de sommeil. Sauf que ces comportements, malheureusement, ça marche un tout petit peu à court terme, mais très rapidement, ça va faire le lit de l'insomnie, si je puis dire, parce que finalement, la personne va commencer à passer plus de temps au lit pour récupérer le manque de sommeil. Donc, elle a moins d'activité physique. Si elle a moins d'activité physique, il y a un impact sur la structure, l'architecture de son sommeil. Elle va entrer dans des mécanismes d'anxiété de performance. Le sommeil, c'est un besoin naturel, c'est comme la faim. On a faim, on mange. On a sommeil, on est somnolent, on dort. Plus on se dit dans le lit quand on est en train de tourner au bout d'une demi-heure, il faut absolument que je dorme, c'est totalement incompatible avec le laisser aller vers le sommeil. Donc, on va aider le patient à réassocier le lit au sommeil et non pas à l'insomnie. Et donc, on va travailler, vous voyez, sur ce cercle vicieux comme cela qui s'installe à partir de stratégies à la fois cognitives et comportementales. Voilà, le programme, je ne vais pas trop détailler, mais il y a tout à fait des articles auxquels vous pouvez vous référer si cela vous intéresse. Mais le programme des Québécois, c'est 6 modules sur 6 semaines. Chaque module, il y a une petite vidéo avec un dessin animé. Donc il y a le professeur Morpheus avec des patients qui sont en cours ou dans l'après-traitement d'un cancer. Alors, on a voulu aussi tester le programme parce que c'est aussi en québécois, c'est-à-dire qu'il y a l'accent. Ah, micro, pardon. Je croyais que tu me demandais de... Pardon. On a voulu tester ce programme auprès de nos patients pour voir déjà si... voilà, c'est une autre culture aussi, c'est un autre accent. Et donc, il y a une vidéo par semaine qui dure entre 5 et 20 minutes et un fascicule à lire qui est associé avec des connaissances générales sur le sommeil, les stratégies comportementales qu'il est possible de mettre en place, la remise en question des pensées, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les croyances au sujet du sommeil, tout ce qui est recommandations aussi en hygiène du sommeil, limiter la caféine, avoir une activité physique quotidienne, limiter la consommation d'alcool, avoir un environnement dans la chambre qui n'est pas surchauffé, enfin voilà, plein de rappels qui peuvent paraître évidents mais qui sont nécessaires à rappeler. Et puis la dernière semaine, on évalue les progrès au cours du programme. Alors, très rapidement, on a fait une évaluation pré-post à la fois quantitative et qualitative. Et puis, les patients, on leur proposé de remplir un questionnaire de 7 items qui évaluait l'insomnie en salle d'attente avant leur consultation oncologique pour évaluer s'ils présentaient ou pas une insomnie. Et s'ils avaient un score significatif à ce questionnaire, on leur proposait le programme. Alors, il y a à Gustave-Roussy, là, c'était une étude monocentrique. Comme je vous dis, c'était une étude pilote. Entre mai et juin 2018, on a sur les 173 patients qui ont accepté de participer à l'étude, vous voyez qu'il y avait 57% d'entre eux qui présentaient une insomnie, donc soit pendant ou après les traitements. Parmi eux, il y a 80% qui étaient d'accord pour recevoir le programme à télécharger. Donc là, à l'époque, on n'avait pas encore la nouvelle version de ce programme qui est aujourd'hui sur une plateforme sécurisée, web, accessible, avec des identifiants, etc. Donc à l'époque, on envoyait le programme via un lien WeTransfer. Je ne sais pas si vous voyez comment fonctionne ce type de lien. Vous avez 7 jours pour le télécharger. Il faut ensuite le mettre sur son bureau. Ensuite, je parle de ces détails-là parce que ça a constitué des freins, en fait, par la suite. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine aisance avec le numérique pour pouvoir aussi se dire, OK, les programmes en ligne, ça fonctionne, mais pour qui, quand, comment, quoi. Et finalement, il y a 78%, ça c'est quelque chose qu'on a pu réellement mesurer, puisqu'on voyait les gens qui téléchargeaient le programme, qui ont téléchargé ce programme. Très clairement, au cours des entretiens, ce qui est ressorti, c'est que les patients exprimaient clairement une préférence pour une solution non médicamenteuse. Dans la dimension pratique, il y a quelques leviers à l'adhésion. On s'est rendu compte que le programme était plus suivi par les personnes qui étaient en cours d'hormonothérapie ou en cours de radiothérapie, moins pour les personnes qui étaient en cours de chimiothérapie. On peut comprendre que là, le poids des symptômes est probablement plus lourd. C'était un programme qui était décrit comme facile à utiliser, avec des actions simples et concrètes qui étaient proposées dans le cadre du programme. Les vidéos étaient très, très appréciées parce qu'à la fois claires et diversitantes, il y avait
divertissante. Il y avait un aspect un petit peu drôle aussi avec l'accent québécois, et ça prenait pas trop de temps, et les personnes avaient tendance à les revisionner pour intégrer les informations et l'application des stratégies comportementales et cognitives. Dans les freins à l'adhésion, alors en 2018, il y a eu une canicule, et donc forcément, quand il fait très chaud, on dort beaucoup moins bien. Donc il y a eu des stress contextuels, mais il y avait aussi le poids des symptômes physiques qui étaient mis en avant, les pensées intrusives en lien avec les bilans de contrôle qui pouvaient parfois perturber la mise en application et le suivi du programme. Et il y avait certaines stratégies qui étaient plus difficiles à appliquer. Je vais vous donner un exemple. Le contrôle du stimulus, c'est par exemple si vous êtes dans votre lit et qu'au bout de 20-30 minutes, vous ne dormez pas, ou que vous commencez à vous poser la question, que ça fait longtemps que vous n'arrivez pas à dormir, la recommandation, c'est de sortir de la chambre et d'aller dans une autre pièce, surtout de ne pas allumer un écran, d'ouvrir un livre, de prendre une tisane, d'avoir une activité reposante, jusqu'à réapparition des signaux de somnolence. Et je dis bien signaux de somnolence et non pas de fatigue, parce que ce n'est pas la même chose. Somnolence, c'est la tête qui tombe, on a envie de bâiller, voilà, ça ne trompe pas, c'est des signaux assez clairs. Ben, si vous prenez une personne qui est en cours de chimio, qui est très fatiguée, qui a des séquelles, je ne sais pas, chirurgicales, et on lui demande d'aller dans un autre espace, elle se dit, mais moi je préfère rester allongée et me reposer, et pas forcément... voilà. Donc c'est une stratégie qui est la stratégie clé qui permet justement de réassocier la chambre au sommeil, et en même temps, pas si facile à appliquer. Il y a aussi la question du monitoring de l'agenda du sommeil, où là, on propose aux personnes, au réveil, d'évaluer un petit peu, de tracer une ligne de base, si vous voulez, sur comment se caractérise leur nuit, l'heure de coucher, combien de temps elles sont restées éveillées durant la nuit, à quelle heure elles se sont réveillées. Et ça, c'est important comme auto-observation, parce que les études, elles montrent aussi que quand on compare ce que déclarent les patients au sujet de leur nuit et lorsqu'on les mesure avec, par exemple, un polysomnographe, il y a toujours un décalage. Les gens surestiment les difficultés de sommeil. Et donc, d'avoir juste cette auto-observation, ça permet finalement aux patients de se repérer. Le programme, il y avait une perception globale positive autour de ce programme. C'est un programme décrit comme complet, avec un format attractif, une satisfaction plus importante pour le contenu visuel. Donc ça, c'est aussi peut-être important à retenir lorsqu'on développe des applications en ligne. Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de texte ou plutôt avoir des contenus visuels? Et l'information était décrite suffisamment détaillée et les patients percevaient l'aspect scientifique des informations délivrées. Alors, rapidement, mais entre avant et après, il y a 30% à l'issue du programme des participants qui ne présentaient plus d'insomnie. Bon. Et puis, dans les bénéfices perçus et les attentes, je vais aller directement, il y avait une amélioration des connaissances sur le sommeil, mais il y avait des attentes très particulières qui ont été exprimées, et c'est vraiment sur ce point que je voudrais insister, puisque c'est ce qui va ouvrir aussi sur notre prochaine étude, c'est qu'un certain nombre de patients ont demandé d'être guidés individuellement dans l'utilisation des stratégies. Je vais vous prendre un exemple. J'ai une jeune patiente qui vivait avec son papa, fumeur, qui était en cours de traitement pour son cancer, et voilà, une dynamique familiale un peu compliquée. Et donc, quand je lui demandais, lorsqu'au bout de 20 minutes, si elle pouvait sortir de sa chambre, elle m'expliquait que non, c'était pas possible de sortir de sa chambre. C'était pas possible de sortir de sa chambre, pardon. Et elle me disait qu'en fait, elle faisait tout depuis son lit. C'est-à-dire qu'elle mangeait depuis son lit, elle travaillait depuis son lit, et elle n'arrivait plus à dormir dans son lit. Et donc, il a fallu réfléchir ensemble à l'aménagement dans la chambre pour qu'il y ait un espace dédié au sommeil, un espace pour manger et un espace pour travailler. Alors, ce n'était pas très grand, mais on a réussi ensemble à... Et vous voyez, par exemple, la personne qui est livrée à elle-même, seule devant ce programme, s'il n'y a pas un intervenant à un moment donné qui va tenter de personnaliser, d'ajuster les techniques, les recommandations, à un moment donné, la personne elle se dit « Non, mais bon, ce programme n'est pas pour moi, ça ne fonctionne pas, je ne l'utilise pas ». Donc, voilà pourquoi maintenant on arrive sur cette question-là. Même si ces dispositifs en ligne peuvent représenter une alternative valable aux consultations en face à face et qu'on peut délivrer cela à un plus grand nombre de patients, la question qui reste ouverte, c'est finalement de quelle façon les patients ont-ils besoin d'être accompagnés dans l'utilisation de ces dispositifs pour qu'ils soient bénéfiques et qu'ils bénéficient au plus grand nombre.
Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, nous avons publié cette étude, déjà cette étude pilote. Et donc aujourd'hui, on ouvre, elle vient de recevoir le CPP, un avis favorable. On est très contents, ça a mis beaucoup de temps avant de l'obtenir. Donc on a mis en place un nouveau dispositif thérapeutique dans le cadre de cette étude qui a été financée récemment par l'INCa sur l'appel d'offres SHS en 2020. Donc là, on sera sur une étude multicentrique avec l'ICM et le centre Léon Bérard à Lyon. On continue à travailler avec l'équipe québécoise et puis j'en profite pour remercier la Fondation du Crédit Agricole qui a financé la licence de ce programme qui était au début prêté par les Québécois et après évidemment voilà, on a proposé, on nous a demandé cette participation financière, ce qui est bien normal. Donc le nouveau dispositif, il comprend la seconde version du programme québécois. Donc là, on est sur une plateforme sécurisée où on accède avec des identifiants et où il y a des... C'est mieux que la version 1, c'est qu'il y a des objets un petit peu à la fois interactifs. Il y a des messages de rappel sur ce qui n'a pas été complété, etc. Et puis, il y a cet agenda du sommeil qui fait que le patient n'a pas à faire tous ses calculs, il entre quelques données et je vais vous montrer, il obtient des histogrammes pour lui permettre de suivre l'évolution de ses nuits. Ce qu'on a ajouté finalement au dispositif en réponse à la question qu'on se pose à l'issue de la première étude pilote, c'est un accompagnement séquentiel et professionnel avec un psychologue formé à l'approche cognitive et comportementale de l'insomnie. Alors, on ne peut pas demander aux gens de revenir sur place, donc il va être cet accompagnement assuré à distance par téléphone et par mail, avec des entretiens d'orientation avant le programme, au milieu du programme, à l'issue du programme, donc des entretiens en général d'une demi-heure, et la possibilité pour le patient de contacter le psychologue à tout moment en cas de difficulté, donc par mail ou par téléphone. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas finalisé le programme ou qui seraient encore en difficulté, on leur propose de renouveler pendant encore 6 semaines, parce que ça, on s'est rendu compte aussi qu'avec le poids des symptômes physiques, parfois les personnes ont raté un module durant une semaine et donc ça décale. Donc l'idée, c'est de proposer finalement une version prolongée pour ceux qui n'auraient pas pu mettre en application les différentes stratégies. Voilà comment se présente le programme, la nouvelle version. Donc là, le patient va naviguer, on lui rappelle qu'il est dans la semaine 1, qu'il a finalement ce fascicule à consulter. Voilà l'agenda du sommeil dont je vous parlais, donc à quelle heure je me suis endormie hier soir, en combien de temps, etc. etc. Et puis ça vous donne des représentations comme cela graphiques pour évaluer la progression individuelle dans le temps. Donc le principal objectif de l'étude Sleep for All 2.0, ça sera d'explorer pour qui, à quel moment et de quelle façon un accompagnement à distance par un professionnel de santé est nécessaire pour favoriser l'adhésion aux stratégies cognitives et comportementales proposées dans le cadre de ce programme et la mise en œuvre du programme, et enfin permettre la résolution du problème d'insomnie. En objectif secondaire, on voudra déterminer si finalement ce dispositif séquentiel, avec un accompagnement par un professionnel de santé, permet l'obtention d'un meilleur taux de réponse que les autres dispositifs qui proposent en ligne, sans intervention professionnelle, donc là avec une hypothèse de non-infériorité, pas moins de 40% de répondeurs. Et puis aussi, on s'est dit finalement, ok, il y a ces dispositifs en ligne, mais comment finalement les professionnels de santé sur le terrain vont se les approprier? Qu'est-ce qu'ils ont comme représentation à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'ils envisagent comme frein, comme levier à ce type de dispositif? Donc l'idée là, c'est de mener des focus group en début d'études et en fin d'études auprès d'une dizaine de professionnels de santé sur les 3 centres pour explorer leur représentation de leur place pour orienter les personnes vers ce type de dispositif. Donc voilà comment ça va, en gros, la procédure très rapidement. Il y aura des flyers et des petites affiches, présentées comme cela aux patients. Mieux dormir, vous avez l'impression de mal dormir, de ne pas vous reposer. Vous pouvez évaluer la qualité de votre sommeil et si vous avez des difficultés, un programme pourra vous être proposé. Évidemment, les soignants, les médecins pourront tout à fait en parler directement avec leurs patients. Mais donc, les personnes devront dans un premier temps aller évaluer la qualité du sommeil avant d'accéder au programme,
puisque le critère d'inclusion sera de présenter une difficulté significative au niveau du sommeil. Bon, là-dessus, c'est le parcours de soins et la méthode de recherche. Donc, comme je vous le disais, on propose 6 semaines avec 3 entretiens d'orientation avec un psychologue qui appelle la personne à 3 moments et ensuite de prolonger le programme. Et à différents temps de ce parcours, il y a des évaluations. Alors, les retombées attendues de l'étude, c'est d'améliorer les connaissances sur la façon dont les patients ont besoin d'être accompagnés dans l'utilisation de ce type de dispositif en ligne. Et puis, on pense que cette évaluation, elle est particulièrement importante dans un contexte aujourd'hui où la santé est confrontée à d'importantes contraintes économiques et inégalités territoriales d'accès aux soins. Alors, pour conclure, je vous ai beaucoup parlé de la prise en charge de l'insomnie. Évidemment, les TCC, elles sont très larges. Il existe... On parle de la 3e vague des thérapies cognitives et comportementales aujourd'hui, mais en tout cas, jusqu'à présent, en oncologie, dans l'après-cancer, puisqu'aujourd'hui, on est concentré là-dessus, ça a clairement montré une efficacité sur la diminution des symptômes psychiques, dépression, anxiété, peur de la récidive, diminution des symptômes physiques, fatigue, sommeil. Il n'y a pas de lien clairement établi sur la survie. On retrouve toujours ces limites dans les études dont on a aussi déjà parlé ce matin sur le fait qu'il y a des biais d'échantillons. C'est souvent des études majoritairement conduites auprès des femmes atteintes de cancer du sein. On manque de précision, on l'a dit ce matin, dans la description des interventions et aussi qui mène ces interventions-là. C'est quand même important. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui le paysage des TCC, on voit que les recherches permettent aujourd'hui de questionner parmi les différentes approches cognitives et comportementales lesquelles seraient les plus appropriées aux problématiques spécifiques de l'après-cancer. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la peur de la récidive et de la 3e vague, qu'on appelle la 3e vague des thérapies cognitives et comportementales, qui intègrent les techniques de pleine conscience. Alors, les techniques de pleine conscience ou la thérapie ACT, centrée sur l'acceptation et le travail autour des valeurs, finalement, il s'agit d'une autorégulation de l'attention dans l'instant présent pour éviter, par exemple, les ruminations au sujet du passé. Donc, par exemple, l'impact des traitements, le traumatisme d'une annonce ou les préoccupations au sujet de l'avenir. Et puis, plutôt que de travailler sur le contenu même des pensées, on va travailler la relation aux symptômes. C'est-à-dire comment, finalement, on va travailler sur ces processus cognitifs plutôt que sur le fait de modifier le contenu des pensées. Et donc, les études ont montré, là, il y a une étude récente qui montrait des effets post-intervention plus importants pour ce type d'approche centrée sur la pleine conscience, donc ces TCC de la 3e vague, que les autres approches habituellement utilisées. On a aussi des effets plus importants pour les approches groupales qu'en individuelles dans l'après-cancer et des effets plus importants pour les interventions à proximité de la fin des traitements plutôt qu'à distance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Diane. Un temps d'échange, de questions dans la salle ou toujours pareil en ligne. J'ai vu pas mal de photos prises. On va essayer, si vous voulez, et si en tout cas les conférenciers sont d'accord, de partager également les diaporamas. On essaiera de repartager, c'est un peu la philosophie de notre société savante, de vraiment partager la connaissance. Donc voilà, si les auteurs en sont d'accord, on demandera à chacun. Vous pourrez comme ça télécharger un diaporama sur un lien et on verra comment on l'organise. Des questions pour Diane et vraiment le temps des traitements et le temps de la psychologie et du vécu autour de la maladie n'est pas du tout le même. Et je crois que tu l'as très très bien dit et qu'il y a des besoins d'intervention médicamenteuse pour traiter ce temps de l'expérience vécue de la maladie et pas le temps des traitements et que ces décalages ils sont importants. Des questions en ligne? Madame, et toujours pas la même chose, si vous voulez bien vous représenter. Oui, bonjour Isabelle Récoréard, réseau Oncopaca Corse. Juste une question dans votre étude, vous avez noté donc 57% des patients ou des patientes avaient cette problématique d'insomnie. Est-ce que c'est un chiffre qui est finalement équivalent au niveau national? Enfin, je ne me souviens pas si dans Vic en 5, est-ce que ce chiffre est caractéristique
pour l'ensemble des cancers? Est-ce qu'on est sur un seuil à peu près comme ça de plus 50%? On est là dans cette étude sur une fourchette un peu haute, mais très clairement la prévalence c'est entre 30 et 60% pendant et après les traitements. Ça varie parce que ça va dépendre de la définition qui est accordée dans les études à l'insomnie. C'est pour cela aussi qu'on a des taux de prévalence aussi variables, mais c'est un symptôme qui est quand même très très fréquent. Enfin, je l'observe en consultation très régulièrement. Il est tellement associé à d'autres symptômes, et c'est pour ça que je disais que ça pouvait être une porte d'entrée assez intéressante de travailler autour du sommeil, parce qu'on se rend compte que derrière il y a plein d'autres problématiques. J'avais encore hier une patiente. Voilà pourquoi je pense que l'accompagnement, on ne peut pas le laisser. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la relation soignant-soigné avec ces dispositifs en ligne. Mais vous voyez, j'avais cette patiente qui me disait hier, on avait eu une première consultation et je la revois et là elle me dit qu'elle a hésité elle a dû se casser la tête entre payer ses impôts ou payer son chauffage. Et en fait, elle a décidé de payer ses impôts. Et donc, elle me dit qu'elle dort toujours mal. Mais évidemment, il fait moins 10, il fait pas moins 10, mais il fait très froid. Et donc, dans une chambre très froide, on dort très mal. Donc, j'ai beau, à ce moment-là, devoir appliquer certaines recommandations. Donc, à ce moment-là, mon rôle a été évidemment de l'orienter vers le service social pour qu'il y ait un bilan autour de sa situation. En fait, la prise en charge globale est importante. Et j'ai, par exemple, pour les troubles cognitifs, la prévalence, c'est 30% avant le début de la prise en charge, 75% pendant la prise en charge et 30%, avec des seuils en fonction du niveau de prise en charge après cancer. Donc finalement, c'est un parcours qu'il faut inclure dans un parcours global. Et parfois, les patients peut-être n'osent pas parler de l'insomnie finalement. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils arrivent mieux à dire, mais c'est une vraie bonne question, à leur médecin, plutôt que de leur dire « ça va pas bien psychiquement ». Je trouve que c'est peut-être plus facile à dire « je dors mal ». Et puis on voit que derrière, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Je vous disais, la peur de la récidive, parfois la réactivation de traumas anciens. Enfin, on touche à... Le sommeil est quand même quelque chose... très aussi intime, qui confronte à la solitude, la peur de la récidive. Dans ces moments-là, quand mes patients me disent je rumine, y a quelque chose de plus dramatique dans la nuit. On est seul, vous voyez. Donc j'ai l'impression que de dire à son médecin oncologue, mais il faudrait poser directement la question au patient, docteur, je dors mal, c'est moins confrontant que de dire docteur, je crains de faire une dépression. Alors finalement, ça peut être un point de vigilance, peut-être en particulier pour les médecins traitants. Tout à l'heure, on parlait de la ville. Et c'est vrai que la ville a parfois besoin de ces points de repérage. Alors peut-être il faudrait se dire que le sommeil, finalement, ça peut être cette porte d'entrée dont vous parliez pour un repérage. En tout cas, merci pour cette présentation, elle était très intéressante. En tout cas, les oncologues m'ont bien repéré. Et dès qu'ils entendent parler de sommeil, c'est... Voilà. Monsieur au milieu, s'il vous plaît. Merci. Docteur Bondil, toujours dans les soins de support. Il faut faire attention dans l'évaluation des interventions, dans le cadre des interventions non médicamenteuses, d'avoir vraiment une approche, comme l'a dit madame, biopsychosociale, donc une approche globale de la médecine de la personne. Parce que sinon, on va vendre. Si on prend l'exemple, par exemple, des troubles du sommeil, effectivement, on sait que l'insomnie peut être un marqueur de dépression, d'anxiété, de troubles de la santé sexuelle, de troubles de la santé physique. Et finalement, et tout ça, ce sont des effets indésirables qui sont très souvent masqués et non déclarés. Donc, si on ne va pas les chercher de façon proactive, on passe à côté, et c'est un facteur de mauvaise adhésion au traitement et donc de mauvais traitement du cancer. Donc, vraiment, il faut qu'on ait à chaque fois cette approche globale et pas une approche en silo, comme vous l'avez justement. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon qui est beaucoup fait dans le cadre, par exemple, des soins de support ou de la sexologie. On a une approche qui n'est non pas centrée sur l'organe, mais une approche centrée sur la personne et de façon globale et environnementale, et qui se développe de plus en plus. Ça pose la question de l'évaluation des besoins et donc des métiers et de métiers spécialistes sur cette évaluation et puis après les solutions. Et c'était évoqué à l'INCA hier aussi. Il y a une science des solutions avec des solutions, mais il faut aussi travailler sur repérer quels sont ces signes et quelles sont potentiellement après les orientations. Donc il y a le temps de l'intervention non médicamenteuse, mais il y a aussi le temps de l'évaluation et tout au long du parcours parce que ça peut évoluer en fonction de ça. D'autres questions ?
En ligne, non. Juste pour rebondir le temps de la question, oui. C'est pour cela on pense aussi que l'accompagnement pour l'orientation vers les aides spécifiques en fonction des problématiques associées nous est apparu indispensable en fait, vu que l'insomnie est associée à plein d'autres symptômes évidemment. Marc Martin, je suis un médecin avec beaucoup de casquettes puisque je pratique l'acupuncture, que je suis médecin du sommeil au CHU de Rouen. Et donc, voilà, j'ai une belle expérience. Alors, je vous remercie pour votre intervention parce qu'effectivement, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Pourquoi ? Parce que dans mon exercice, qui peut sembler multiple à beaucoup, j'ai intégré bien évidemment les TCC. Et donc, mais les autres l'ont dit aussi, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Alors, je tiens à préciser, par exemple, que tout en faisant de l'acupuncture, je suis dans le souci d'obtenir cette alliance thérapeutique fondamentale. Et puis, je mélange en fait les choses pour être dans cette prise en charge. Alors, je voudrais aussi, parce que sur le fond, je suis venu à l'acupuncture et à la médecine du sommeil, tout en étant sur le fond formé comme un médecin généraliste. Et je trouve que dans la formation continue des médecins généralistes, il est important de leur présenter toutes ces approches parce que ce sont eux qui sont quand même en première ligne pour recevoir cette plainte sommeil, bien savoir qu'effectivement, il y a de multiples interventions non médicamenteuses. Et donc, il faut qu'en fait, ils aient cette possibilité de ne pas se sentir exclus du système. Voilà, il faut intégrer tout le monde. Et puis, je tiens à dire pour l'acupuncture, le maître mot qu'en 20 ans d'expérience hospitalière sur les troubles du sommeil, le mot-clé pour moi, c'est la peur. Et donc, on a effectivement des outils sur lesquels on va tenir compte de cette peur de la récidive. Et puis, avec le mot peur, pour venir combler tout cela, il y a le mot confiance, restaurer la confiance dans quelque chose qui est naturel. Le sommeil est en fait une bascule yin-yang pour un acupuncteur, mais qui est une bascule veille-sommeil qui est importante. Et il faut remettre effectivement les gens dans une confiance avec leur corps. Et donc je pense que dans l'après-cancer, remettre cette confiance est quelque chose de fondamental et toutes nos approches sont complémentaires les unes avec les autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça me rappelle un article très ancien de mon ancien directeur de thèse qui disait parmi ces INM, tout le monde, avec l'adage d'Alice au pays des merveilles, pardon pour la référence, qui était tout le monde a gagné, tout le monde mérite un prix. Comme quoi il n'y a pas forcément de supériorité d'une intervention plus que sur une autre, mais plutôt de réfléchir à l'indication différentielle des interventions selon le profil du patient, selon ses attentes et selon ses préférences. Ça me fait penser à ça, votre intervention. Une question dans la salle et une en ligne après. Et selon ses moyens, évidemment. C'est aussi, j'en parlais avec cette jeune femme qui qui pouvait pas circuler dans son appartement et ça joue évidemment beaucoup. Oui, juste un témoignage. Philippe Marinène, moi je suis médecin du sport et référent d'un programme de prévention par l'activité physique et la nutrition au centre Léon Bérard à Lyon. Un témoignage de notre pratique dans les bilans que nous faisons en hôpital de jour avec la diététicienne, l'enseignant en activité physique et le médecin du sport. Moi, je pose toujours la question du sommeil. Et n'étant pas du tout un spécialiste dans ce domaine-là, je me suis trouvé fort démuni quand des patients me racontaient effectivement les nuits souvent très difficiles qu'ils passaient. Donc, on a décidé d'utiliser une petite échelle, l'échelle EASY, qui en 7 questions... En cette question très simple en fait à remplir, nous a permis d'orienter le patient de la meilleure façon que l'on estime être adaptée, donc soit vers une orientation médicamenteuse en privilégiant si possible des médicaments pas trop chimiques, soit vers l'acupuncteur qui travaille au sein des soins de support ou de la relaxation ou de l'hypnose médicale. Et du coup, on a accès plus facilement à un échange direct avec le patient, à ses préoccupations, à ses troubles d'endormissement, ses difficultés à rester endormi, ses réveils tôt. Il y a une petite question sur la qualité de vie et la perception des autres, le retentissement du sommeil. Et je trouve que c'est plus facile pour moi, en tout cas qui ne suis pas spécialiste, d'aborder cette question du sommeil. Et j'ai quelques petits éléments de précision qui me permettent de mieux orienter le patient. Voilà.
C'est une très bonne échelle LISI, c'est celle qu'on utilise et elle est assez courte, elle est bien appréciée à la fois des équipes et des patients et en effet donne assez rapidement une vision globale sur le rapport au sommeil, la plainte et la détresse associée à cela. Et dernière question, la question Internet sur l'agenda du sommeil. En quoi ça peut être un frein? Pourquoi ça a été un frein? Qu'est-ce qui a été difficile en fait Dans la première version, l'agenda du sommeil à compléter, c'était une version papier en fait. Donc il fallait établir des calculs. Je ne me souviens pas exactement du calcul là maintenant, mais il faut établir des calculs sur le ratio entre le temps passé au lit, le temps d'éveil, le multiplier par 100. Enfin, bon. Quand on est fatigué, quand on ne se sent pas performant, qu'on a du mal à se concentrer, je pense que ce n'est pas forcément l'outil à faire seul, alors que dans la nouvelle version qu'on va utiliser dans la deuxième étude là, qui va s'ouvrir, j'espère, en janvier, on va avoir cette interface qui permet assez facilement de renseigner tout cela. Alors, point important, si jamais vous avez des troubles du sommeil, évidemment, ce genre d'agenda n'est pas à compléter sur le moment, parce que si vous vous réveillez et que vous regardez l'heure, ça va générer une anxiété de performance en vous disant « mais je ne dors toujours pas » et un niveau d'hyperactivation, ce qui fait que vous n'allez pas vous rendormir. Donc on dit bien aux patients que ce type de journal quotidien du sommeil, l'agenda du sommeil, est à compléter au réveil en se souvenant approximativement de ce qui s'est passé dans la nuit. Comme on l'a dit, les interventions non médicamenteuses, on mesure les bénéfices, on mesure les risques, et il faut aussi mesurer les effets quasiment secondaires. Donc, merci infiniment Diane Boinon pour ce travail. Vraiment, c'était large et on aurait pu aussi aborder l'éducation thérapeutique. Il y a beaucoup dans les interventions psychologiques de choses à dire, donc tu as été absolument remarquable.